Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Cette semaine, je m'excuse par avance puisque je suis enrhumée. Ma voix va donc être encore plus désagréable que d'habitude. Excellent, exquis. Cet épisode, je pense et je suppute qu'il va être très long parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, je pensais que ça allait être une semaine très calme. Mais que fut ma surprise d'apprendre que pas du tout. Et tout ça, j'aurais pu l'anticiper, puisque c'est que des événements qui sont arrivés, et j'aurais pu le savoir que j'avais tant de choses à dire. Mais ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas. Donc, let's tackle everything. On va tout voir ensemble, et je vais tout vous raconter. Déjà la première, information, information. Ça commence très mal si je commence à dire tout en anglais là. Mais bon, ce n'est pas grave. La première information, c'est que la Coupe du Monde féminine de rugby est encore en très bon déroulement, puisque nous allons accéder aux quarts de finale qui se dérouleront ce dimanche. Je n'ai pas l'horaire exact, mais ça va être contre l'Irlande. Et sachez que je mesure mes mots et je les pèse grandement quand je dis que c'est un peu des gaze-merdes. Voilà. Voilà, je le dis. Ce terme, n'hésitez pas à l'utiliser à outrance. Gaze-merde, c'est genre un mélange de gazmer, verlan de merguez, et de merde. Ce sont des gaze-merdes. Pourquoi? Un maximum qu'elles ont fait dans une Coupe du Monde, c'était en 1994 et elles sont allées en quart. À la dernière Coupe du Monde, elles n'ont même pas été qualifiées. Je me souviens même que je crois qu'elles étaient dernières l'année dernière au tournoi Destination. Donc, je ne me ferai pas trop de soucis étant donné que nous avons eu un parcours exemplaire pendant les phases de poule. Donc, en avant pour la demi-finale. Bon, je ne m'avance pas trop parce que ce n'est pas bien, je ne voudrais pas nous porter l'œil, mais j'ai bon espoir. J'ai très bon espoir. Je crois en notre avenir. Sachez-le. Deuxième chose, et ça c'est un scandale, mais que je n'ai pas mis dans le titre, puisque j'ai pas envie d'en parler énormément. Mais nous allons quand même aborder rapidement le Grand Prix de Monza. Bien sûr, la Formule 1. Je ne peux me passer d'un épisode de Fan Club Podcast sans évoquer la Formule 1. C'était le Grand Prix de Monza. Monza, c'est le Grand Prix de Ferrari. C'est littéralement genre leur home race. C'est leur course à la maison. Il y a les tifosi, genre les fans de la Ferrari qui viennent de Monza et tout. Ils sont en feu, ils sont on fire. C'est-à-dire que eux, c'est des ultras quoi. C'est énorme. Et Ferrari, encore une fois, cette saison, fait du rien. Alors, il fait du semi-rien, puisque Leclerc est quand même quatrième. Mais bon, décevant. Je m'attendais pas à plus de leur part, mais je suis quand même déçue. Euh, en attendant, euh, Max gagne cette course et je suis plus qu'impressionnée. Et vous savez, j'ai beaucoup dit que j'étais fan de McLaren, mais je pense que je commence à en avoir marre. En fait, j'aime bien le fait que ça m'amuse qu'il y ait des problèmes dans l'équipe. Il y a un peu des questionnements dans cette équipe qu'aucune autre équipe n'a. Et ça me fait un peu rire. Mais en vrai, genre, Max Verstappen a gagné ce Grand Prix. Et bien sûr, après, les gens ont calculé les points. Et si Max commence à gagner toutes les courses et que Norris est deuxième et Oscar est troisième à toutes les courses, genre, Max Verstappen gagne le championnat du monde 2025. Tout n'est pas perdu. Et franchement, j'ai foi. J'ai foi en notre Maxou. Je le sais, je le sens au plus profond de moi-même. Donc, mettez-vous à la page et branchez-vous F1 parce que je pense qu'il va y avoir un retournement de situation. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont je voulais parler. Le vrai sujet de ce Grand Prix, c'était que, vous voyez, McLaren, je pense que je l'ai déjà expliqué, cette écurie est folle. Cette écurie est folle puisqu'ils ont une papaya roule, c'est comme ça qu'ils la nomment, qu'ils l'appellent, j'ai oublié le mot, qu'ils l'appellent. C'est genre la règle qu'ils ne favorisent jamais l'un de leurs conducteurs, de leurs pilotes. Et là, en fait,
il y a eu un arrêt au stand et l'ordre c'était Norris puis Oscar. Et ils ont arrêté Oscar Piastri, sauf que du coup le deuxième, sauf que ça a fait un undercut. Du coup quand Norris s'est arrêté, bah, Oscar il est passé devant. Mais en fait, la raison pour laquelle ça a fait un undercut et que Oscar est vraiment passé devant à la sortie des stands de Norris, c'est parce que le changement de pneu a été loupé par les mécaniciens de McLaren. Du coup, techniquement, l'écurie et l'équipe a eu un impact sur le déroulement de la course et sur leur classement entre les deux. Et donc, ils ont demandé à Oscar de rendre la place à Norris. Et en fait, je ne sais pas du tout quoi en penser. Parce qu'à la fois, je me dis, bah c'est bien, puisqu'ils, genre, bah, ils suivent les règles qui se mettent. Mais en même temps, je trouve ça complètement débile. Et en fait, je trouve ça, genre, enfin, voilà. Après, c'est cool parce que généralement, ce genre de truc, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive que à Norris. Mais du coup, ça fait qu'à chaque fois que ça arrive à Norris, bah, c'est Oscar qui doit se plier, genre. Donc, je sais pas trop quoi en penser, mais ça a vraiment questionné le monde de la F1. Vraiment, le monde de la F1 se questionne en ce moment. Voilà. C'est tout pour ce Grand Prix. Maintenant, parlons d'un vrai sujet intense, dont j'ai besoin de m'exprimer. L'US Open. Oui, j'ai besoin de m'exprimer là-dessus. Mais d'abord, nous allons nous exprimer sur les femmes, puisque j'ai un peu moins de choses à dire, puisque le gros sujet, c'est autre chose. Euh, Sabalenka a gagné en ce samedi. Je n'ai plus la date, mais ce samedi, c'est, sachez-le bien, la première femme depuis 11 ans qui a défendu son titre. Genre, qui a fait un doublé. C'est fou. Et sachez qu'il y a la même chose, à peu près, la même malédiction chez les hommes, mais je vais en parler après. Également, dans cette... je vais faire un petit récap de cette saison de tennis, même si elle n'est pas finie, il reste encore plein de tournois jusqu'au mois de décembre, mais les grands chelems sont passés. Dans cette saison des grands chelems, enfin de tennis 2025, il y a eu une américaine en finale dans tous les grands chelems. Et il y en a d'ailleurs deux qui ont gagné. En fait, c'est crazy. C'est crazy. Je pense que les gens n'ont pas l'impression que le tennis américain euh, vit et va bien, puisque côté homme, ça a un peu du mal à faire fleurir tous les talents qu'il y a. En vrai, pour moi, il n'y en a que un et demi. Le vrai talent, c'est Fritz. Et le deuxième demi-talent, c'est Shelton. Voilà, moi, Tiafo, Paul, je n'y crois pas. Je suis pas dans ce train. Non. Mais bon, le sujet, c'est que pour moi, les femmes, les américaines, sont très très fortes. Je crois que j'avais déjà dit qu'il y avait plus de la moitié du top 10 qui étaient des américaines. Donc, ça prouve vraiment à la fois la qualité, mais surtout la quantité. Le fait qu'ils arrivent à avoir les deux, c'est de très bon augure pour pour leur prochaine compétition et pour ce sport chez eux. Euh, Moins bon augure pour nous, voilà, on va pas se mentir, parce que la coupe Billie Jean, euh, elle va nous passer sous le nez à cette allure, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais à dire sur le US Open. Un truc qui est assez marrant, c'est que pour, encore une fois, un peu prendre de la distance et regarder la saison en entière des grands chelems, euh, Sabalenka, qui on pensait aller gagner euh, l'Australian Open et qui a perdu, gagne finalement l'US Open. Et puis on a aussi Swiatek qui ont pensé aller gagner Roland Garros, mais qui a perdu Roland Garros pour gagner Wimbledon. Euh, pour moi, je trouve ça marrant. Vraiment, jamais au début de la saison, j'aurais parié sur ces résultats. J'aurais dit qu'elles allaient toutes les deux gagner un ou plusieurs grands chelems, mais alors ces grands chelems là, j'aurais jamais parié. Donc voilà, je pense qu'on a une bonne rivalité entre Sabalenka et Swiatek, maintenant que Swiatek s'est un peu plus repris ses marques depuis son ban l'année dernière. Donc j'ai très hâte de continuer à voir ça. Et puis bah à voir un peu comment les Américaines, et notamment Coco Gauff, essayent de
leur prendre des grands chelems. Et je trouve ça très intéressant d'ailleurs, les tournois WTA, parce que genre on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors que chez les gars, et on va y venir, ce n'est plus le cas. D'abord, la première chose, c'est qu'on va parler de l'US Open, de cette finale qui a eu lieu. Encore une fois, une finale Yannick Sinner contre Carlos Alcaraz. C'est la 5e finale d'affilée. C'est-à-dire que sur les 5 derniers tournois auxquels ils ont participé, ils se sont affrontés en finale. Voilà. Je récapitule. Rome, Roland-Garros, Wimbledon, Cincinnati et l'US Open. 5 d'affilée. Voilà. Tout bonnement. Tout bonnement. Il y a plusieurs choses qui se sont passées pour cette finale de l'US Open. Déjà, malheureusement, pour ceux qui ne sont pas au courant, Yannick Sinner a perdu. Le monde est dévasté puisque ce gars, c'est mon amoureux. Voilà, c'est la gentillesse en personne. Je sais et je ne comprends pas pourquoi. Tout le monde est en mode, mais Carlos et la gentillesse en personne, c'est le gars adorable. Mais pas du tout. Ce gars est un gros baiser. Ce gars est un gros tougher. Alors que mon yearner préféré, mon Conrad, mon Connie Baby, c'est Sinner. Donc, soyez Team Sinner. Franchement, rejoignez la hype. Montez dans le train de la hype de Yannick Sinner, s'il vous plaît, je vous en supplie. Bref, moi j'étais pour lui. Malheureusement, il a perdu. Et c'est très marrant parce que, encore une fois, ses stats sont folles. Je crois qu'il a un ratio de ses matchs en dehors des matchs d'Alcaraz à 94 victoires, 6 défaites. Et les matchs avec Alcaraz sur les 4 dernières années ou 5 dernières années, c'est genre 7 défaites, 1 victoire. Un truc comme ça. Je suis pas exactement sûre des chiffres, mais vous voyez, c'est un ratio comme ça. Donc c'est genre fou qu'en fait, il gagne presque tout le temps. Genre vraiment, son taux est presque à 100%, sauf quand il joue contre Carlos Alcaraz. En tout cas, la première chose à dire, c'est qu'avant cette finale, il y avait plusieurs choses à savoir. Déjà, tout était contre Sinner, puisqu'il y avait 2 malédictions. La première malédiction, c'est la malédiction Drake. Drake, l'année dernière, à la finale de l'US Open, c'était Sinner contre Fritz. Il a parié de l'argent, mais genre 200K sur Fritz. Et c'est Sinner qui a gagné. Et là, cette année, il a parié aussi genre 200 ou 300K sur Sinner. Et du coup, c'est Alcaraz qui a gagné. Donc, s'il te plaît, Drake, si tu pouvais arrêter de parier, ou bien parie pour l'adversaire de Sinner, et pas Sinner, en fait, s'il te plaît. Donc ça, déjà, quand on a su que Drake avait parié sur Sinner, on était en mode, ça va pas bien se mettre. Ça ne va pas bien se mettre. Et puis ensuite, il y a la deuxième malédiction, la malédiction Federer. C'est-à-dire que jamais dans l'ère Open, l'US Open a été gagné plusieurs fois d'affilée par la même personne, sauf Federer. Voilà. Voilà. Gamberger sur ce fait. Donc c'était absolument impossible que Sinner gagne. Mais c'est pas grave, il gagnera l'année prochaine. Voilà. Parce que Drake, il va parier sur Carlos l'année prochaine. Voilà. Bref. Maintenant que nous avons vraiment abordé cette finale de l'US Open, j'aimerais parler de cette rivalité qui est intense. Pour plusieurs choses. D'abord, je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte du niveau que c'est. Yannick Sinner, il vient d'être la personne la plus jeune ever à faire les 4 finales de Grand Chelem en une saison. Il n'y a que 3 autres personnes qui l'ont fait déjà. C'est Rod Laver, tard l'époque, Federer et Djokovic. Et Yannick Sinner qui l'a fait à 24 ans. Carlos Alcaraz, en gagnant l'US Open, devient le joueur à avoir 6 grands chelems le plus rapidement. Ce gars a 2 fois 3 grands chelems. Donc là, on se retrouve avec une autre rivalité qui va obtenir les 4 grands chelems avant l'autre. Puisque Yannick Sinner a déjà gagné l'US Open l'année dernière, il a gagné 2 fois l'Australian Open, il a gagné Wimbledon. Que va-t-il gagner
Euh, L'année prochaine, on ne le sait pas, mais on espère qu'il gagne Roland-Garros pour qu'il puisse compléter sa collection et qu'il puisse enfin avoir les 4 grands chelems. De son côté, je viens de le dire, Carlos Alcaraz a tous les grands chelems sauf l'Australian Open. Et donc là, on se retrouve avec une égalité parfaite, même si, bon, ça va sans dire que Carlos a 6 grands chelems alors que Yannick en a que 4. Mais on a une égalité sur les surfaces. Presque en tout cas, parce que Yannick Sinner, il galère un petit peu encore sur la terre battue, mais je pense que l'année prochaine sera la bonne. Euh, Maintenant, la question, c'est est-ce que Carlos Alcaraz sera capable de réussir à obtenir l'Australian Open ce mois de janvier pour empocher ses 4 grands chelems avant que Sinner le fasse. Ça, c'est une nouvelle compétition. Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en gagnant la finale de l'US Open, Carlos Alcaraz est redevenu premier mondial. Ça me branle les couilles, voilà, je le dis. Une autre chose que je voulais dire sur cette rivalité, c'est que... Non, d'abord, une autre chose que je voulais dire sur cette saison, c'est que c'est la première fois de l'Air Open que toutes les finales du Grand Chelem chez les garçons aient été jouées par le premier mondial et le deuxième mondial. Puisque comme on le sait, les finales de l'US Open, de Wimbledon et de Roland Garros, c'était Carlos Alcaraz, deuxième mondial, contre Sinner, premier mondial. À l'Australian Open, ce n'était pas Sinner contre Alcaraz, mais c'était Sinner contre Zverev. Et Zverev, à ce moment-là, au mois de janvier, il était deuxième. Donc voilà, vous savez tout. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire aussi que ça fait 8 grands chelems qui sont distribués entre 2 personnes. L'année dernière, Yannick Sinner avait gagné 2 grands chelems et Carlos Alcaraz aussi. Et cette année, rebelote. Alors, ils n'ont pas gagné les mêmes, mais rebelote. Et également, cette année, c'est la première fois qu'il n'y a pas eu un membre du Big Three en finale. C'est la première fois que Djokovic ne va pas en finale. Ce qu'il avait réussi à faire en 2023 et en 2024, ce n'a pas été le cas en 2025. Donc, vraiment, on assiste vraiment à un changement d'air dans le tennis masculin. C'est profond et moi, ça me ravit. Maintenant, je vais en parler, je vais le dire, je vais parler franc jeu. Pourquoi ça me ravit? Parce que Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, ils ont une relation qui est bien plus que des rivaux. Ils ont une relation qu'on appellera Sincaraz. Et Sincaraz, je peux vous dire que moi, je vis pour ça. Je regarde des edits de tennis. Ouais, j'ai pas honte de le dire. Je regarde des edits TikTok de tennis. Mais c'est pas les edits que vous pensez. Non, 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 non. C'est pas Sinner qui lève son t-shirt et on voit ses abdos avec une musique un peu intense. C'est pas ça. C'est des musiques de Taylor Swift, d'Ami, de Gracie Abrams, des musiques toutes lovey-dovey, de eux deux qui s'aiment et qui s'adorent, et qui se sourient, même quand ils sont deuxièmes, qui sont fiers de l'autre, qui se poussent, qui s'encouragent, et qui disent honnêtement, moi, je m'en fous que je vais perdre contre plein de gens. Je vais changer de jeu, quoi qu'il en coûte, peu importe ce qui va se passer, du moment que je batte ce gars, que je batte mon rival ultime. Et ça, je trouve ça tellement intense. Et en fait, on le sait qui se voit en dehors. On le sait. On le sait parce qu'on les a aperçus au restaurant. Alors, peut-être qu'ils se sont croisés comme ça, voilà. Mais en fait, pour moi, ça veut dire beaucoup. En fait, ils sont tellement amicaux entre eux. Je ne sais pas si vous remarquez, mais à la fin des matchs, ça se voit qu'ils prennent un réel plaisir. C'est-à-dire que là, quand ils sont arrivés à l'US Open, ils se sont pas dit... ils ont bien sûr kiffé tous les matchs qu'ils ont fait. Mais leur objectif, c'est qu'ils savaient qu'ils allaient terminer en finale l'un contre l'autre. Et qu'ils allaient devoir tout donner. Et en fait, ils aiment ça. Ils sont nourris par ça. Le fait qu'ils restent premier et deuxième, ça me ravit au plus haut point. Puisque ça veut dire qu'on va continuer à les voir en finale. Puisque le classement le tournoi des seeds fait que, à part s'il y a une élimination de l'un d'entre eux plus tôt dans le tournoi, ils se retrouvent en finale, puisqu'ils ne sont pas sur les mêmes parties de tableau. Et ça, en fait,
ça me ravit. Mais je suis ravie. Et vous savez que là, maintenant, ils sont devant, mais avec tellement d'avance. Le seul petit hic dans ce classement, c'est que je ne comprends pas comment ça se fait que Zverev soit encore troisième alors qu'il a rien branlé de l'année. Mais vous savez, ce gars, c'est l'arnaque du siècle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le tennis, sur Sinkaraz. Peut-être que c'est intense, peut-être que c'est trop, et vous croyez, vous pensez et vous vous assurez que c'est too much. Moi, je ne pense pas. Et je pense qu'il mérite ces 14 minutes, même si j'ai fait moins de 14 minutes là, mais je pense qu'il mérite les 10 minutes que je leur ai accordées. Voilà, c'est dit. Jingle. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Alors après ce jingle, parlons toujours sport. Et oui, ce n'est pas fini. Voilà, j'avais quelques petites informations sportives que je voulais faire passer, puisque nous avons quand même deux nouveaux championnats du monde qui vont commencer ce week-end. Le premier, c'est le championnat du monde de volleyball masculin, après que celui des femmes se soit terminé ce week-end avec une victoire de l'Italie contre, je ne sais plus. Ouais, je sais plus contre qui c'était, mais je sais que l'Italie a gagné et le Brésil avait la troisième place. Je crois que c'était le Japon qui a perdu la finale. Je sais plus. En tout cas, c'est fini. Et du coup, le championnat masculin commence ce week-end. La France a une poule un peu boring parce qu'il n'y a pas de fort. Voilà. Il n'y a pas de fort, donc globalement, on espère que ça va être très facile de se qualifier. Donc les trois matchs, ils sont visionnables. Visionnables? Non, ça se dit pas le mot visionnable. Mais tu peux les regarder, en gros, sur l'équipe, mais genre sur le site de l'équipe. Et en gros, les matchs sont dimanche 14 à 18h. Ah non, à midi. Mardi, en fait, ils sont tous à midi. Dimanche 14, mardi 16, jeudi 18. Et après ça, vous allez voir qu'on va partir très loin, très très loin, on va y aller. Et la composition, elle fait rêver, puisqu'il y a 11 champions olympiques. Je pense que vous en connaissez certains, je vais vous donner les plus connus. Bon, bah, Inga Pets, ça ne va sans dire. Jean-Patry, ça va sans dire aussi. Trevor Clevenot, mon bébé, mon amour, mon mari, fiance-moi. J'adore ce gars. En fait, je trouve que pendant les JO, on l'a vachement sous-coté. Genre, les gens, ils étaient graves sur Jean-Patry, ils étaient graves sur Ngapet. Parce qu'ils sont beaux. Mais en fait, Trevor Clevenot est beaucoup plus beau. Mais je pense que, genre, on le voit moins. Genre, il paraît moins impressionnant. Mais en vrai, c'est quelqu'un, je te le dis. Du coup, voilà. Il y a Brizard. Brizard est très connu aussi. Donc voilà, le Goff, non mais enfin, oui, il y a vraiment plein de gens en fait. Donc bah, très hâte de les voir. Franchement, Inch'Allah, j'espère vraiment on gagne en fait. Il n'y a pas moyen quoi. Voilà, donc bien sûr, encore une fois, vous allez entendre mes colocs qui chantent puisqu'elles ne peuvent pas se retenir de chanter. Genre vraiment, elle fait exprès là. Elle fait full exprès en fait. Je vais la démarrer, Salomé. Mais bon, je vais grave laisser ça parce que vous voyez, moi j'ai trop la flemme de faire du montage. Donc vous allez m'entendre m'embrouiller avec mes colocs en fait. Bref. Et bref, elle m'a saoulée. Une autre compétition qui commence, ce sont les championnats du monde d'athlétisme. Mais, what the fuck? Ça se passe à Tokyo. Et j'ai appris qu'il y avait 73 athlètes français. Et depuis quand nous avons autant d'athlètes? S'il vous plaît. Bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, nous avons été gravement déçus lors des JO 2024. Mais je pense qu'en fait, ils ont été formés. Mais malheureusement, la génération était trop jeune. Et du coup, genre, la formation n'était pas finie pendant les JO. Donc je pense que ça va éclore, genre, maintenant, là, en 2026, 2028, vous voyez. Enfin, voilà. Il y a des petites absentes, notamment Alice Finot, qui a été blessée au championnat de France pendant les sélections. Et Sirena Samba Mayela, qui était la seule médaille, du coup, au JO, qui va pas venir parce que en gros, je crois qu'elle a mal au genou et en fait, elle a réussi à se qualifier, mais ça lui faisait mal et du coup, elle a dit en vrai, si c'est pour faire genre des temps de merde, j'y vais pas. Bon, je sais pas quoi penser de cette réaction, mais voilà. Sinon, parmi les présents, nous aurons Hélène Parisot
sur le 200 mètres femmes. Nous aurons pas mal de gens sur le 800 mètres, dont Ronelle Lamotte qui est encore là. Nous avons notre célèbre Louise Maraval, la Vendée, Sissi la famille, oui, 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 au 400 mètres haies. Saut à la perche, Marie-Julie Bonin aussi a bien réussi ses JO. Saut en longueur, on aura Pacha. J'arrive pas trop à prononcer son nom, je suis désolée. Et bien sûr, on aura celle qui avait été porte-drapeau des Bleus pendant la cérémonie des JO. Mélina Robert-Michon. Et oui. D'ailleurs, j'ai appris que c'était genre ses 11e mondiaux. Genre, ça fait littéralement 24 ans qu'elle a commencé à faire des mondiaux. C'est fou, en fait. C'est fou pour moi. Il y aura une meuf du heptathlon que j'adore, je vous jure. Oriana Lazrak Khlas. Je l'adore, cette meuf. Elle me fait rire au plus haut point. Également, il y aura Jimmy Gressier, Yann Schrub, logique. On aura notre grande équipe du 4x400 mètres féminin, Vlaforte. Bien sûr, 100 mètres haies, homme, Sacha Zoya. On aura du saut à la perche, Renaud Lavillenie s'est également qualifié. Et Thibaut Collet qui revient. En fait, vous savez, Thibaut Collet, c'est un peu mon combat en athlétisme. Parce que moi, je vous jure, il me fait grave de la peine. Il me fait de la peine. Et je sais pas pourquoi, il me fait un peu penser à Holger Rune au tennis. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, ouais, c'est tout. Il y aura la marche. Et en marche, on a Aurélien Quignon et Kevin Campion. Et eux, ils tabassent. Voilà, c'est à peu près tout. Bah ouais, c'est à peu près tout. Je sais pas quoi dire d'autre sur le championnat du monde d'athlétisme. En vrai, ah bah si, j'ai oublié de dire quand même que c'était du 13 septembre au 21 septembre, donc ça dure que une semaine. Et donc c'est la semaine prochaine, à partir de ce week-end. Et je pense que c'est sur France Télévisions, donc vous allez pouvoir regarder ces deux compétitions sportives, l'athlé et le volley, très calmement, en douceur, sur la télévision. Voilà, ça fait zizir. Enfin, maintenant, changeons entièrement de sujet. C'est primordial. Whoa, oh, oh, da-da-dum, ba-da-bow. Hey, oh. Maintenant, abordons la partie un peu plus pop. Voilà, un tremblement s'est passé sur la planète One Direction, on va pas se mentir. Zayn Malik et Louis Tomlinson ont été aperçus ensemble dans une arcade de jeu slash bar. Ils jouaient aux fléchettes en regardant les VMAs. Et bon, je sais pas vraiment si regardez attentivement, mais il y a une photo où ils sont en train de jouer aux fléchettes et juste à côté, il y a une télé et c'est la performance de Somber et moi, ça m'a gag. Genre vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais pétée de rire. Pétée de rire. Donc, ouais. Mais oui, du coup, parlons-en. Parlons-en de ce qui vient de se passer parce que je suis entièrement choquée. Je pense que pour les gens qui n'ont pas trop suivi les One Direction ou qui se sont vraiment détachés depuis 2014-2015, ils n'ont pas conscience de à quel point c'est un choc. Franchement, pour le dire en termes de F1, c'est comme s'il y avait Nico et Lewis qui ont été aperçus genre en train de boire un verre. Voilà. Que je vous explique en gros. Déjà, la première chose, c'est que Zayn est parti du groupe en 2014. Ça n'a pas vraiment mis de tension. C'est sûr qu'ils ont... En fait, la raison pour laquelle Zayn est parti, c'est qu'il avait un peu des problèmes mentalement, il n'arrivait pas à gérer tout ça. Et du coup, forcément, ça a amené... son départ a amené une forme de recul qu'il a pris sur tout ce qui se passait, donc sur le groupe. Et donc, forcément, arrêter de beaucoup côtoyer juste pour reprendre un peu son souffle. Mais il n'y avait pas d'animosité de base. En fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en 2016, si je ne me trompe pas, la mère de Louis Tomlinson est décédée. Le groupe était déjà séparé, mais en fait, tous les membres se sont réunis et ont été aperçus à l'enterrement et également autour de la famille
Tomlinson pendant tous les jours et semaines avant et après son décès, sauf Zayn. Et en fait, on a appris plus tard qu'il y avait une réelle incompréhension de Louis sur la raison pour laquelle Zayn n'était pas là, et un réel énervement, une frustration, une rancœur envers lui. Il s'est un peu senti trahi. Et en fait, euh, on n'a jamais vraiment eu plus d'éléments sur leur relation. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je pense que c'était pendant la sortie de son premier album Walls avec à Louis Tomlinson, il a fait une interview où il a dit que ni lui ni Zayn étaient suffisamment matures pour avoir la conversation qu'ils sont censés avoir pour régler les choses. Et c'est vrai que là, on ne s'attendait pas à ça. Alors, est-ce que, euh, est-ce que ce rapprochement est lié au décès de Liam l'année dernière ou justement au fait qu'il y avait son anniversaire il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, c'était l'anniversaire de Liam. Est-ce que ça a un peu accéléré ces conversations qu'ils étaient censés avoir? En tout cas, bah, ça s'est passé et on est un peu choc-barre. Un peu choc-barre parce que bah, c'est le retour de... Enfin, déjà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas aperçu des membres des One Direction ensemble. Et déjà, même, on sait qu'ils sont ensemble parce que on va voir, genre, quelqu'un à un concert d'un autre, mais rarement on a des photos de... Genre, une photo avec enfin, deux ou plusieurs membres ensemble. Du coup, là, trop bizarre. Et ces photos, elles ont été prises pas par des paparazzi. Elles ont été prises par genre des gens comme ça, quoi, qui les ont aperçus dans cette arcade. Et après, ça a été le retour de la folle era des directionnaires, puisqu'ils ont recommencé à hacker des caméras de surveillance. Si vous n'étiez pas au courant de ça, je vous l'apprends. Voilà. Enfin, quand les One Direction étaient encore ensemble et que c'était la grande era One Direction, les fans hackaient les caméras de surveillance de là où ils étaient pour les voir interagir et genre les regarder quoi. C'est flippant à souhait. Et là, ils ont recommencé. Donc voilà. Et donc ça m'a fait un peu rire. Et genre, bon, je sais pas trop comment dire, mais franchement, trop bien. Et surtout, ce qui m'a fait un peu flipper, c'est que j'ai vu que Louis Tomlinson avait tweeté aujourd'hui, genre qu'il avait fini son album, ou genre, en tout cas, c'était en cours de finition, et qu'il avait trop hâte de qu'on puisse l'écouter, et qu'il le sentait vraiment bien et tout. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais attendez, imaginez si il a fait écouter, genre, les démos, ou genre l'album même, carrément, à Zayn. Non mais là, par contre, je pète un plomb. Je pète un plomb, mais là, mais je peux câbler, en fait, frère. Mais wesh, what the fuck? T'imagines, tu fais ça? Mais je veux, en fait, imaginer, il y a une collaboration. Non, en vrai, ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça, c'est pas possible. Mais bon, imaginez quand même. Ça serait extraordinaire. J'adorerais. J'adorerais. Bon, un autre sujet. Passons. Mais, je l'ai un peu abordé. J'ai abordé les VMAs qui passaient à la télé. Et j'ai un peu envie d'en parler, puisque il y a eu 3 performances que j'ai vues passer qui m'ont impacté. La première, c'est... Attends, laquelle j'ai envie de faire en première? La première, je pense que c'est Tate McRae, parce que c'est la moins... C'est celle qui divise le moins. Tate McRae a fait une performance, frère. Mais t'as rarement vu ça. Cette meuf, en fait, c'est fou à quel point elle sait si bien danser. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle sait si bien danser. Genre vraiment de la danse, de haut voltige. Et en même temps, elle chante. Bon après, en vrai, elle chante un peu moins que d'autres. Enfin, parce que justement, elle fait beaucoup de danse. Mais elle chante quand même. Elle chante quand même la plupart de ses chansons. Mais je suis choquée en fait. Vraiment, ça porte, ça lève, ça pam, 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 c'est au sol, c'est tac. Mais fou furieux en fait pour moi. Et surtout, j'ai appris qu'elle avait monté la chorégraphie en... Genre, elle a eu 2 jours de répète avant les VMAs. Mais non, c'est absolument impossible. Je refuse d'intégrer ça dans mon cerveau. Impossible. Impossible. Je n'y crois pas. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de la voir en entier,
Sachez que moi, je n'ai pas vu cette performance entière puisque je n'arrive pas à trouver un extrait entier de cette performance. Donc je vois juste plusieurs extraits comme ça, mais j'arrive pas à genre voir tout et m'immerger dans l'expérience que ça a dû être. Donc ça m'énerve un peu. Mais je sais que c'était fou en fait, parce que ce que j'ai vu, ça m'a choqué. Le deuxième truc qui est un petit peu controversé, et je vais en parler, je vais le dire. Non, je vais pas parler du controversé, je vais le laisser pour la fin. Je vais parler de non controversé, mais de on est très heureux de voir ça. C'est Sabrina Carpenter. Une performance pas du tout controversée. Tout le monde a trouvé que c'était bien. La fin, donc elle a interprété Tears, donc le deuxième track de son nouvel album et qui est également son deuxième single. Et la DA était très West Side Story-esque. Genre très show de Broadway, avec, vous voyez, des échafaudages et tout. Ça me fait trop rire. Ça faisait grave Glee quand ils essayaient de monter une comédie musicale. Voilà. Et à la fin, il y a eu un passage très Britney Spears. Genre cheveux mouillés, micro, enfin sans micro, passage de danse. Et je crois qu'elle avait un micro, elle avait peut-être un micro, genre, vous savez, oreillette là, comme ça. Euh, je dis comme si vous pouvez me voir, mais pas du tout. Bref, donc en vrai, le show en lui-même était déjà fou. Maintenant, plusieurs choses à dire. À quel point il était fou sur les... Genre, il y a une image qui m'a choquée, mais choquée au plus haut point, hein, de sa pose finale. Franchement, c'est trop beau. Genre, vraiment, là, ça fait tellement Britney Spears. Euh, et on voit les mains des gens qui sont en train d'essayer de la choper. Il n'y a pas un seul téléphone. Il n'y a pas un seul téléphone. Et je vous jure, j'ai remarqué ça et ça m'a fait tellement plaisir. J'étais en mode, mais cette meuf, tellement c'est fou. En fait, on oublie qu'il faut qu'on le filme. Mais vous imaginez le mindfuck que c'est. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que ce n'était pas un show fait au hasard. Encore une fois, il y avait plein de choses à regarder. Et il n'y avait pas... Enfin, franchement, il fallait vraiment être aveugle pour ne pas voir ces particularités. Dans la scénographie et la mise en scène de cette performance, il y avait des danseurs et danseuses drag et trans avec des pancartes qui se battent, notamment Dolls, 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 Free the Dolls, et des pancartes clairement euh, bah, tournées vers la liberté des droits des trans et des drags, et de toute cette communauté. Elle avait déjà en fait eu plusieurs actes de, comment dirais-je, actions de soutien envers cette communauté. Et d'ailleurs, ça me fait très rire parce qu'à chaque fois qu'elle fait un truc comme ça, il y a Pedro Pascal qui reposte l'affaire sur sa story. Parce que Pedro Pascal, il faut dire, ce gars, je peux vous dire qu'il n'y a personne d'autre qui est si investi dans la cause des trans que ce mec. Mais bon, vous savez peut-être pourquoi, c'est parce que sa sœur est trans et donc forcément, il est très impliqué dans ce sujet. Voilà, donc une performance remarquable. Et enfin, la dernière performance, qui n'est pas forcément la meilleure, mais que j'ai trouvé qu'elle a reçu une haine pour rien du tout. Somber. Les gens l'ont entendu et ont dit, mais il ne sait pas chanter. Mais les gars, en fait, il n'a pas chanté cette chanson pour vous montrer sa performance vocale. Je pense que vous n'avez pas bien compris. Les chansons de Somber sont faites pour être criées, en fait. Elles sont faites pour ugly cry. En fait, si, genre, je sais pas, si t'as pas compris que c'était des crash out songs, donc littéralement des musiques où tu, genre, es en mental breakdown, ben, je vois pas pourquoi tu, genre, écoutes, genre, t'as pas compris qui était Somber, en fait. Et du coup, si toi, là, t'es en train d'écouter la performance de Somber et t'es en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il chante la musique de la manière où nous, on est censé la chanter. De la manière où tu es censé la ressentir. Et pour moi, c'était une performance qui était non seulement hot, mais également touchante, très touchante. Et il a chanté, il a interprété
12 to 12, bien sûr. Voilà, rien que ça. Et pour finir ce podcast, on va en parler maintenant. Théodora, je l'avais prévenue et je l'avais dit la semaine dernière que je devais en parler un peu mieux. Théodora, il faut que je vous dise comment, pourquoi et pourquoi si tard. Puisque oui, je suis montée dans le train de Théodora. Et très tard, vraiment peut-être au dernier arrêt, mais j'y suis montée. Euh, comment ça se fait? Tout simplement puisque début août, je suis partie en vacances en voiture avec ma sœur et au début de notre trajet, alors qu'on partait vers la destination des vacances, elle me dit: Jeanne, il faut qu'on se mette à Théodora. Et je lui ai dit: tu sais quoi? Oui. Oui, il faut qu'on se mette à Théodora. Je le sais parce que je pense que je vais kiffer, mais je sais pas. J'ai jamais écouté ces sons. Elle m'a dit: écoute, ma sœur, roule, je te guide. On va, euh, on va s'amuser sur du Théodora. On va écouter, on va plancher et on va valider. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Nous avons écouté Théodora toutes les secondes que l'on passait dans la voiture. Et maintenant, je suis complètement fan. Pas, en fait, peut-être pas complètement fan parce que je la connais pas très bien en tant qu'artiste, mais ces musiques, je les adore. Déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est le premier souvenir que j'ai de Théodora, c'est une interview d'elle à Quotidien. Et j'avais jamais entendu Congolais sous BBL. Et genre, j'ai vraiment découvert à Quotidien Congolais sous BBL. Et j'étais en mode, mais excellent cette musique. Et mes gros seins me font souvent mal au cou, mais là, j'ai relate. J'ai relate de fou en fait. Parce que oui, en fait, mes gros seins me font souvent mal au cou. Et ben bref. Et donc, pendant ces vacances, j'ai adoré Théodora. Et il se trouve que après, je sais pas, le fait que je les ai jamais écoutés sur mon téléphone n'était pas habitué à me proposer Théodora. Donc mon algorithme ne savait pas que j'aimais sa musique, donc il a eu un peu de mal. Et puis je ne sais pas pourquoi, il y a 2-3 semaines, j'ai réécouté. Et je me suis dit, si, cette musique elle me manque, je vais réécouter cette musique. Et ensuite, bah c'était parti. J'ai tout réécouté. Et là maintenant, j'ai envie de vous proposer toutes les musiques que j'adore de Théodora. Alors bien sûr, c'est complètement... Il y a aucune recours. Il n'y a aucune prétention de ma part de vous dire laissez-moi vous faire découvrir Théodora. Puisque toutes les musiques que je vais te dire, à part peut-être une, elles sont full connues. Donc voilà. Mais je vais vous dire mes préférés. En fait, je sais pas si j'aurai un bon nombre pour faire un top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire un top 8. Pas du tout satisfaisant. 8e place, c'est Pay. Apple Pay, Apple Pay, Pay, Pay. C'est ça que je veux. Voilà. La 7e, c'est Do you wanna, do you wanna, En fait, je l'aime bien, mais pas trop quand même. Genre, je sais pas. En fait, elle me cringe un peu, genre. J'avoue, elle me met un peu mal à l'aise. Du coup, je l'aime bien parce que je connais les paroles, mais j'avoue, elle me met un peu mal à l'aise, celle-ci. 6e, tu m'avais pas dit mon bébé, tu m'avais pas dit mon bébé, tu m'avais pas dit mon bébé. Mon bébé. Voilà, bah tout simplement. J'adore cette musique. Je pense qu'au niveau paroles, il y a un peu plus de recherche à faire. Voilà. Mais j'adore cette musique quand même. Ensuite, on arrive dans le top 5. Zoubizou avec Jul. Je pense que là, j'ai pas besoin d'expliquer. Mais c'est un absolu banger. En fait, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire du tout. J'ai pas de notes. Mais je pense que je ne l'ai pas encore assez écoutée pour qu'elle soit plus haut. Vous voyez ou pas? Genre, je suis pas addict à cette musique. Mais elle est superbe. Top 4. Voilà. Congolais sous BBL. Avec Jizwa. Bah oui, voilà. Parce que mes gros seins me font souvent mal au cou. Et à partir du moment où t'as osé dire cette phrase dans une musique, bah ouais, en fait. Bah ouais. T'as des ta meuf. Voilà. Top 3. Fashion designer. Rien à dire. Fashion designer. J'achète plus designer. Je sais même pas si vous m'avez entendu parce que j'ai chuchoté, mais fashion designer. J'achète plus designer. Excellent. Excellent. En fait, là, il y a tout qui va.
c'est un boost de confiance en soi, voilà. Ensuite, mon top 2, c'est pas pour faire la meuf, mais j'avoue, je suis un peu la meuf. Parce que je vais grave faire la meuf en mode, non mais moi j'écoute pas Théodora pour ses sons comme Congoliste ou BBL. Non, 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 moi c'est une autre Théodora que je connais. C'est la Théodora qui chante avec Chili Gonzalez au piano, Il me rit tout sonné. Voilà. Et ouais, et ouais, je suis cette meuf. Mon top 2, c'est Il me rit tout sonné, mais version piano avec Chili Gonzalez. Si vous connaissez pas cette version, bah en vrai vous vous manquez parce que je trouve qu'elle est mieux que la version originale. En fait, elle l'a chantée en live avec Chili Gonzalez et comme elle a été virale, il me semble que c'est passé comme ça, comme elle a été virale, elle l'a intégrée à la réédition de son album Mega BBL. Donc du coup, voilà. Et je l'adore, franchement, elle est trop bien. Et ensuite, mon top 1, c'est Les oiseaux rares avec Juliette Armanet. Et je pense que toutes les personnes qui n'étaient pas rentrées dans le train Théodora, c'est des personnes qui se disent voilà, ça m'a l'air un peu violent, ça m'a l'air un peu beaucoup, ça m'a l'air un peu too much. Et là, je pense que je viens de vous attraper lorsque j'ai dit qu'elle avait fait un feat avec Juliette Armanet. Et c'est une chanson qui est si douce, si émouvante. C'est une ballade au piano. Et donc, je pense, Lucille, notamment, toi qui es fan de Juliette Armanet, je pense que tu peux te permettre d'écouter Les Oiseaux Rares. Voilà. Après, tous les autres auditeurs que j'ai, parce que j'ai vu que j'avais un peu percé sur YouTube maintenant. Voilà, je le dis. Et ouais. Je rigole bien sûr, parce que toutes les personnes qui m'écoutent mais ne me connaissent pas, ne pensez pas que je suis un but de moi-même. J'avoue, maintenant, je stresse. Mais bon, voilà, je me dis qu'il y en a un peu pour tout le monde en vrai. Si vous êtes en mode hardcore, vous avez kiffé toutes les musiques de Théodora. Si vous voulez montrer dans le train de Théodora, je me dis que peut-être que la voix, c'est de passer par Il me rit tout sonné, version piano. Même, même la version genre originale de Il me rit tout sonné, elle est très accessible. Genre, elle n'est pas violente, entre guillemets. Mais violente, c'est pas le bon mot, mais vous avez compris, genre, elle n'est pas high tempo. Elle est un peu plus chill. Et sinon, Les Oiseaux Rares avec Juliette Armanet. Et voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'ai presque 50 minutes de podcast là, les gars. Donc, je vais vous dire au revoir. Bonne soirée. Ou bonne journée. Peu importe où est-ce que vous êtes. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!